À l'audience, ma sœur jubilait, je prends la moitié de ta fortune. Toute la salle s'est tue. Je me suis levé, j'ai tendu une enveloppe au juge et j'ai dit, lisez ceci. Il l'a parcouru, l'a regardé et a éclaté de rire. La salle d'audience à Bordeaux était bondée ce matin-là. Le genre de foule que l'on ne voit habituellement que lorsqu'une personne célèbre est jugée, mais ceci ne concernait pas une célébrité. Cela concernait moi, ma sœur, et la fortune familiale que nos parents avaient passé toute leur vie à protéger. Les journalistes remplissaient les 2 premiers rangs, calpas ouverts, prêts à bondir sur tout ce qui pourrait paraître scandaleux. L'air bourdonnait de murmures, du froissement de papier, et du clic occasionnel d'un appareil photo. J'étais assise à la table des accusés avec mon avocate, maître Eliane Vassé, qui était techniquement retraitée du corps des juristes militaires mais se tenait toujours comme si elle pouvait entrer dans un tribunal militaire et diriger l'endroit. Son uniforme avait peut-être été échangé contre un tailleur, mais elle n'avait rien perdu de sa posture, de son regard calme, ni de l'habitude de parler par phrases courtes et précises. Elle m'a lancé un petit signe de tête, comme pour me rappeler de rester solide. Je n'avais pas vraiment besoin de rappel, 20 ans dans l'armée m'avaient inculqué cela. De l'autre côté de l'allée, ma sœur Denise était assise avec son avocat. Elle avait l'air bien trop suffisante pour quelqu'un enseveli sous les dettes et sur le point de s'humilier devant la moitié du département. Son avocat, un homme en costume bleu marine mal ajusté, n'arrêtait pas de tirer sur sa cravate comme si elle essayait de l'étrangler. Denise ne semblait pas nerveuse du tout. Elle paraissait excitée, presque joyeuse, comme si elle était sur le point de gagner le gros lot. Puis elle s'est levée. Elle a lissé sa jupe, s'est éclairci la gorge de manière théâtrale et s'est adressée au juge avec une confiance qui ne vient que de l'illusion. « Votre honneur, dit-elle, sa voix assez forte pour que les journalistes au dernier rang entendent chaque mot, je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient de droit. Je veux la moitié de la fortune de ma sœur, y compris la fiducie et la succession laissée par notre père. Il aurait voulu que ce soit partagé. » La salle a éclaté de murmures. La moitié de ma fortune ? Y compris la fiducie militaire ? Elle l'avait vraiment dit à voix haute. On aurait dit qu'elle annonçait les numéros de loterie. J'ai jeté un coup d'œil au visage dans la galerie aux voisins, cousins éloignés, curieux locaux observant leurs yeux s'écarquiller et leurs bouches formées de petits mots. C'était un divertissement pour eux. Mais pour moi, c'était un cauchemar surréaliste. La juge Marjorie Klein a haussé un sourcil mais n'a pas bronché, elle avait ce genre de présence qui faisait redresser les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Elle était dans la soixantaine, toujours vive, avec des cheveux argentés tirés en un chignon si serré qu'on aurait pu faire rebondir une pièce de monnaie dessus. Elle siégeait depuis des décennies, et je pouvais déjà dire qu'elle en avait vu sa part des effondrements familiaux, mais quelque chose me disait que même elle n'avait jamais vu une mise en scène pareille. L'avocat de Denise s'est avancé, faisant semblant d'avoir l'air confiant. Votre honneur, ma cliente a droit à la moitié de tous les actifs, y compris tout héritage reçu du vivant du défunt. Ces actifs ont été injustement consolidés sous Madame Colline Basto, sans distribution appropriée. Je serrai la mâchoire, me forçant à ne pas rire. Denise se rassit avec un sourire satisfait, comme si elle venait de lâcher une bombe qui allait faire exploser ma vie. Elle s'est même penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras et a incliné la tête vers moi, comme si elle dépensait déjà l'argent. Pendant un instant, j'ai senti mon estomac se tordre. Pas parce que je pensais qu'elle avait raison ou elle n'avait pas raison mais à cause de l'audace pure. C'était ma sœur, la même fille qui avait l'habitude d'emprunter mes vêtements et de ne jamais les rendre, se tenant maintenant devant un tribunal essayant de ravir l'héritage que nos parents avaient délibérément, très délibérément, laissé à mon nom. Cette fois, ce n'était pas une question de vêtements. C'était une question de millions d'euros, de biens immobiliers et de la réputation de toute notre famille. Le bavardage dans le tribunal grandissait. Les journalistes griffonnaient si vite que leur stylo couinait. Une femme au 2e rang a halté et a chuchoté à son mari. J'ai attrapé le mot million en roulant sur ses lèvres comme si elle venait de découvrir un trésor enfoui. Voilà comment cela paraissait à tout le monde. Potin juteux, grosse somme d'argent et dispute familiale. Eliane s'est penchée vers moi et a chuchoté, restez calme, laissez-la parler. Plus elle parle, mieux c'est pour nous. Sa voix était stable, presque désinvolte, comme si elle donnait des indications pour la station-service la plus proche au lieu de me guider à travers une embuscade juridique. La juge a tapoté légèrement son marteau. Maintenons l'ordre dans le tribunal. Madame Basto-Holt, avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation ?
Denise se releva, redressant ses épaules comme si elle s'apprêtait à faire le discours sur l'état de l'Union. Votre honneur, ma preuve est simple. Nous sommes sœurs. Notre père n'aurait jamais voulu que tous ses biens aillent à un seul enfant tandis que l'autre n'a rien. C'est une question d'équité, de famille et de l'héritage qu'il nous a laissé. Quelques personnes ont acquiescé dans la galerie, manifestement convaincues par son histoire larmoyante. Le drame familial jouait toujours bien avec le public. Si cela avait été une émission de télévision, elle aurait gagné les téléspectateurs. Malheureusement pour elle, ce n'était pas la télévision. C'était la vraie vie, et la vraie vie avait des dossiers. La juge n'avait pas l'air impressionnée. Jusqu'à présent, ce que vous avez présenté est de la spéculation. L'équité à vos yeux n'est pas la même chose que la légalité. Elle a jeté un coup d'œil au dossier devant elle, puis de nouveau à l'avocat de Denise. Avez-vous des documents? Des testaments? Des accords de fiducie? Quelque chose de concret? L'avocat a tripoté sa mallette, en tirant un dossier mince qui paraissait pathétiquement léger. Il l'a offert à deux mains comme s'il s'agissait d'un texte sacré. La juge l'a parcouru, son expression sans changer. Lorsqu'elle eut terminé, elle le posa et se tourna vers moi. Mademoiselle Basteau, dit-elle d'un ton égal, avez-vous une réponse? Je me suis levé, lissant ma veste. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est sortie stable. Oui, votre honneur, j'en ai. J'ai vu le sourire de Denise vaciller légèrement quand j'ai parlé. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Elle était habituée à me déstabiliser, à appuyer sur mes boutons, à me faire exploser. Pas aujourd'hui. Pas ici. Le juge m'a fait signe de continuer. La galerie s'est penchée en avant, avide de la prochaine ligne du drame. J'ai pris une lente inspiration, j'ai regardé Eliane, puis j'ai regardé directement le juge. L'affirmation de ma sœur n'est pas seulement fausse, ai-je dit, elle est insultante pour la mémoire de nos parents. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont organisé leur succession. Chaque détail a été pensé. Chaque actif a été comptabilisé. Il n'y a rien d'accidentel à cela, et je serai heureuse de présenter les preuves. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les mots sont tombés avec le poids de la certitude, pas le désespoir tremblant que Denise avait essayé de faire passer pour de la conviction. Un murmure a parcouru la foule à nouveau. Denise s'est agitée inconfortablement sur sa chaise, son avocat lui chuchotant frénétiquement quelque chose à l'oreille. Le juge a donné un petit signe d'acquiescement. Très bien. Nous entendrons les preuves en temps voulu. Et c'est ainsi que l'équilibre de la pièce a basculé. Denise était entrée en pensant pouvoir raconter une histoire larmoyante et repartir avec une fortune. Mais ce n'était pas un jeu de sympathie. C'était un tribunal, et dans un tribunal, la vérité finit toujours par éclater, que vous le vouliez ou non. Je me suis rasseyé, le bois de la chaise du tribunal dure contre mon échine, et j'ai laissé la tension retomber comme je le faisais autrefois, après un quart de travail de 12 heures sous la chaleur du désert. C'est ça, servir 20 ans dans l'armée, une fois que vous avez été crié par des commandants au milieu de Bagdad pendant que des mortiers atterrissaient trop près pour être confortables, une sœur qui fait une crise au tribunal ressemble à un jeu d'enfant. Je m'appelle Colline Basteau. J'ai 45 ans, et avant de diriger ma propre société de conseil à Bordeaux, j'étais officier de logistique dans l'armée française. La logistique n'a pas l'air glamour, mais quiconque a servi sait que sans nous, personne ne mange, personne ne bouge, et personne ne se bat. Nous étions ceux qui s'assuraient que les fournitures passent du point A au point B, lorsque le point B était parfois sous le feu. Je n'étais pas en première page des journaux, mais des soldats sont rentrés vivants à la maison parce que des gens comme moi faisaient leur travail. J'ai m'enrôlé juste après l'université, en partie parce que je voulais servir, en partie parce que je voulais quitter la petite ville où Denise et moi avions grandi. Notre père, Thomas Basteau, était un vétéran décoré de la tempête du désert, et j'ai grandi en le regardant polir ses bottes chaque dimanche soir avec la même concentration que d'autres hommes donnaient à polir leur voiture. La discipline n'était pas seulement quelque chose dont il parlait, c'était ce qu'il était, et je voulais lui ressembler. L'armée m'a appris la discipline à un tout autre niveau. On apprend vite que personne ne se soucie de vos excuses lorsque les convois vous attendent. On apprend aussi à garder un visage impassible lorsque le chaos règne autour. Je suis devenu doué pour cela, assez doué pour gravir les échelons et finalement gérer la logistique de bataillons entiers à l'étranger. J'étais celle vers qui les gens venaient quand les choses tournaient mal, et je ne bronchais pas.
Denise, en revanche, ne supportait pas l'idée de la discipline. Elle voulait des raccourcis, des victoires rapides, tout ce qui n'impliquait pas de la sueur. Pendant que je faisais des journées de 18 heures pour m'assurer que l'équipement arrivait en Afghanistan, elle passait d'un emploi bancaire à un autre, se plaignant que les patrons n'appréciaient pas sa créativité. La créativité, c'est bien, mais ça ne nourrit pas une section sur le terrain. Quand j'avais la trentaine, j'avais passé des années à jongler avec des opérations dans des zones de guerre, à négocier avec des entrepreneurs qui pensaient pouvoir soutirer plus d'argent à l'armée. Et à trouver comment déplacer des fournitures à travers un territoire hostile sans faire tuer des gens. Ma récompense? Pas des médailles, bien que j'en ai eu quelques-unes, mais la confiance de mes soldats et, plus important encore, le respect de mon père. Il savait que j'avais ce qu'il fallait pour porter le nom Basto avec honneur. Papa ne parlait pas beaucoup de sentiments, mais il n'avait pas besoin de le faire. Quand il m'a prise à part à Noël et m'a dit, « Colline, un jour, le domaine familial sera entre tes mains, garde-le en sécurité », j'ai su exactement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'héritage. Il avait servi, j'avais servi, et il me faisait confiance pour protéger ce que lui et maman avaient construit. Denise ne faisait pas partie de ce plan, et au fond, je pense qu'elle le savait aussi. Quand j'ai pris ma retraite de l'armée après 20 ans, je ne suis pas allé m'asseoir sur un porche avec un thé glacé. J'ai monté une entreprise. Stratégie Fer de Lance, ma société de conseil, a commencé petit, conseillant des entreprises sur la logistique, la gestion des risques et l'efficacité. Le bouche à oreille s'est vite répandu, et en quelques années, j'avais des clients partout en France et au-delà. Certains de mes contrats sont même revenus à la chaîne d'approvisionnement militaire, ce qui m'a donné l'impression de boucler la boucle. Je me suis fait un nom en tant que femme qui ne perdait pas son temps et ne tolérait pas les absurdités. L'argent a suivi, bien sûr. Mais la responsabilité aussi. Les employés de Fer de Lance me regardaient comme mes soldats le faisaient autrefois, et je prenais cela au sérieux. Je n'achetais pas de yacht ni n'organisais de fêtes sauvages. Je construisais quelque chose de stable, quelque chose qui durerait. Et oui, quelque chose qui honorerait les sacrifices de mes parents. Pendant ce temps, la vie de Denise prenait la direction opposée. Pendant que je dirigeais des équipes, elle rebondissait entre des mariages, accumulant des dettes de cartes de crédit et blâmant tout le monde pour ses mauvaises décisions. Je ne lui ai jamais frotté mon succès au visage, mais je n'avais pas besoin de le faire. Elle le voyait à chaque dîner de fête quand j'arrivais stable, alors qu'elle venait avec des excuses. J'avais des médailles. Elle avait des factures impayées. L'écart entre nous s'est creusé après le décès de papa. Son testament et les documents de fiducie étaient clairs. Tout m'allait. Non pas parce que j'étais la préférée, mais parce qu'il me faisait confiance pour gérer cela. Denise a fait une crise à la lecture, affirmant que papa avait été lavé par la mentalité militaire, comme si l'honneur et la planification étaient une sorte de maladie. Mais elle n'a pas contesté à ce moment-là. Peut-être pensait-elle pouvoir m'épuiser plus tard. Maman l'a suivie quelques années après, et avec son décès, je suis devenue la seule gardienne de tout ce que notre famille avait laissé derrière elle. Propriété, économie, avantages militaires, tout cela était regroupé dans ce que nous appelions la fiducie militaire. La paperasse était infaillible, grâce à l'insistance de papa à impliquer le corps des juristes militaires dans la mise en place. Il ne voulait aucune place pour le doute, aucune échappatoire, aucun moyen pour quelqu'un comme Denise de s'introduire. J'ai pris cette responsabilité au sérieux. Je n'ai pas touché un centime de la fiducie pour moi-même. Je l'ai gardée séparée, gérée soigneusement, comme papa l'avait prévu. Mon propre argent venait de Fer de Lance. La fiducie était pour l'héritage familial. C'était la ligne, et je ne l'ai jamais franchie. Mais Denise n'a jamais vu les choses ainsi. Pour elle, la fiducie était un tas d'argent que je thésaurisais égoïstement. Elle ignorait les années passées dans des tempêtes de sable et des tentes de ravitaillement, les nuits où je restais éveillé pour vérifier 3 fois les itinéraires des convois, les sacrifices qui m'avaient mené ici. Elle voulait prétendre que nous étions égales dans cette histoire, que nous méritions toutes deux le même résultat, même si nous avions vécu des vies entièrement différentes. Alors, quand elle s'est levée dans ce tribunal et a exigé la moitié de ma fortune, c'était non seulement insultant, mais prévisible. C'était le schéma de Denise, échouer à quelque chose, chercher quelqu'un d'autre à blâmer, puis tendre la main vers tout ce qu'elle pensait pouvoir saisir. Seulement cette fois, elle a choisi le mauvais champ de bataille. L'ironie ne m'a pas échappé.
J'avais passé la moitié de ma vie à préparer des soldats pour un terrain hostile, et me voici, assise dans un tribunal, fixant ma propre sœur de l'autre côté des lignes ennemies. Les mêmes principes s'appliquaient, connaître sa mission, sécuriser ses fournitures, et ne jamais laisser l'arrogance vous tromper en sous-estimant votre adversaire. Denise pensait que c'était un jeu de sympathie, mais je savais mieux. C'était une question de discipline, de preuve et du genre de préparation qu'elle n'avait jamais comprise. J'ai ajusté ma posture, laissé mes mains reposer calmement sur la table, et fait un petit signe de tête vers Eliane. Si Denise voulait une guerre, j'étais prête. Et contrairement à elle, j'avais passé des décennies à apprendre exactement comment en gagner une sans tirer un coup de feu. Je me suis penché en arrière, sentant le regard du juge toujours sur moi, et mon esprit est revenu aux années où cette tension entre Denise et moi avait commencé à mijoter. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain dans un tribunal, cela mijotait depuis que nous étions enfants sous le même toit. Denise avait 3 ans de plus, ce qui signifiait qu'elle était automatiquement responsable de tout quand nous étions petites. Ou du moins, c'est ce qu'elle me disait à chaque occasion. Je suis l'aînée, claquait-elle, donc j'ai la place avant. Elle le disait pour tout, la plus grosse part de gâteau, la télécommande, même les tâches ménagères qu'elle pouvait éviter. Au début, j'acceptais, car je ne savais pas mieux. Mais papa ne croyait pas à sa logique. Notre père n'était pas du genre à se soucier de l'ordre de naissance. Il se souciait de la responsabilité. Il nous alignait dans le jardin avec 2 râteaux et disait, « Je ne me soucie pas de qui est plus âgé. Je me soucie de qui débarrasse les feuilles de la pelouse plus vite. » Devinez qui gagnait généralement ce concours? Moi. Pas parce que j'étais plus forte, mais parce que je finissais réellement le travail pendant que Denise disparaissait à mi-chemin, se plaignant que ses bras lui faisaient mal. C'est là que le ressentiment a commencé. Denise ne supportait pas que papa remarque mes efforts. Elle voulait les louanges sans la sueur. Quand nous étions adolescentes, cela s'était transformé en quelque chose de plus laid. Si j'avais une bonne note, elle m'appelait une chouchoute des profs. Si je recevais un compliment à l'église, elle levait les yeux au ciel si fort qu'on aurait dit qu'ils allaient se coincer. Elle ne voulait pas s'améliorer, elle voulait que j'échoue pour se sentir mieux. Maman essayait d'apaiser les choses. Elle disait des choses comme « Mes filles, vous êtes toutes les 2 merveilleuses à votre manière. » Mais les enfants savent quand on leur sert des phrases génériques. Denise n'était pas intéressée par sa propre manière. Elle voulait les feux de la rampe que papa me donnait chaque fois que je lui montrais que j'avais écouté, travaillé dur ou tenu parole. Elle détestait la façon dont il disait « C'est ma soldate », avant même que j'enfile un uniforme. Je me souviens d'un été où papa nous avait inscrites à une course populaire communautaire. C'était censé être juste quelques kilomètres, rien de sérieux. Je m'étais entraîné. Denise non. Le jour de la course, j'ai fini en force et papa m'a souri depuis les côtés. Denise avait abandonné à mi-chemin et avait passé le reste de l'après-midi à bouder, disant que ses chaussures n'étaient pas faites. Plus tard dans la nuit, je l'ai entendu dire à maman, il ne se soucie que de Colline. Rien de ce que je fais n'est assez bien. Ce n'était pas vrai, elle ne voulait tout simplement pas faire le travail. Au lycée, nous vivions 2 vies séparées sous le même toit. J'étais concentré sur l'école, le sport et le programme JROTC qui m'avaient accroché à l'idée du service militaire. Denise se concentrait sur les sorties en cachette, les mauvais petits amis et les dépenses d'argent qu'elle n'avait pas. Chaque fois qu'elle avait des ennuis, maman la tirait d'affaire et papa hochait la tête. La nuit avant que je parte à l'université, papa m'a fait l'une de ses plus longues conversations. Il n'était généralement pas bavard, mais cette nuit-là, il a dit « Tu as ce qu'il faut, Colline. Tu as du cran. Ne laisse personne, surtout ta sœur, te faire culpabiliser à ce sujet. » Je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire à l'époque, mais j'ai emporté ces mots avec moi dans chaque déploiement. Denise, quant à elle, est restée, dérivant d'emploi en emploi et de relation en relation comme un bateau sans ancre. Même après mon enrôlement, la jalousie ne s'est jamais arrêtée. Quand je rentrais en permission vêtu de mon uniforme, les voisins s'arrêtaient dans l'épicerie pour me remercier de servir. Denise détestait ces moments. Elle intervenait avec quelque chose comme « Eh bien, je travaille aussi, vous savez », comme si un emploi de caissière à temps partiel équivalait à 12 mois en zone de guerre. Les gens hochaient poliment la tête, mais la vérité était évidente. Plus je construisais ma vie sur la structure et la discipline, plus Denise se tournait vers les raccourcis. Elle maximisait ses cartes de crédit,
poursuivait des systèmes pour devenir riche rapidement, et se retrouvait toujours à la porte de maman et papa, demandant un autre prêt. Je me souviens d'un Noël où elle était partie en claquant la porte d'un dîner après que papa ait refusé de se porter garant pour sa voiture. Elle a crié, « Tu le ferais si Colline demandait. » Mais la différence, c'est que je n'avais jamais demandé. Avec le recul, je ne pense pas que Denise ait jamais voulu l'égalité. Elle voulait un avantage. Elle voulait que je trébuche pour qu'elle puisse enfin se sentir comme la star. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et papa ne récompensait jamais les jeux de pitié. Il récompensait l'effort. Ce ressentiment a vieilli avec nous comme du mauvais vin. Lors des réunions de famille, elle lançait des piques, Colline pense probablement qu'elle est en charge parce qu'elle est dans l'armée, et riait comme si c'était une blague, mais ses yeux la trahissaient. L'amertume était toujours juste là sous la surface. Peu importait qu'il s'agisse de tâches ménagères, de carrière ou de relations. Elle s'était convaincue qu'on lui avait volé quelque chose. J'ai une fois essayé de combler le fossé. Après être revenu de mon deuxième déploiement, j'ai emmené Denise dîner, juste toutes les deux. Je lui ai dit que je voulais que nous soyons plus proches, que nous étions toujours sœurs, peu importe à quel point nos vies semblaient différentes. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Facile pour toi à dire quand tout va bien pour toi. » Était la dernière fois que je m'en préoccupais. On ne peut pas réparer l'envie avec de la gentillesse. Alors, au moment où nos parents sont décédés, je savais que Denise ferait du bruit au sujet de l'héritage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'ampleur de son droit. Il ne lui suffisait pas d'être amère à Noël ou de faire des remarques sarcastiques. Elle voulait prendre tout ce que papa m'avait confié, tout ce que maman avait construit à ses côtés, et agir comme si cela lui était dû. Assise dans ce tribunal, la regardant sourire comme si elle venait de réussir un coup de maître, tout ce que je voyais, c'était cette petite fille qui n'avait jamais fini ses tâches ménagères et qui s'attendait quand même à une bonne note. Seulement maintenant, les enjeux n'étaient plus une part de gâteau ou la place avant de la voiture. Maintenant, elle voulait la moitié d'une fortune qu'elle n'avait pas gagnée, et elle était prête à traîner le nom de notre famille dans la boue pour essayer de l'obtenir. Je n'avais pas de pitié pour elle. Plus maintenant. Elle avait eu des décennies pour trouver sa voie. Elle avait choisi l'amertume, les raccourcis et les mensonges. Ce n'était pas à moi de porter ce fardeau. Et aucune performance au tribunal n'allait réécrire les années de choix qu'il avait menées à cette chaise en face de moi. J'ai stabilisé ma respiration, de la même manière que je le faisais avant d'entrer dans une salle de briefing pleine d'officiers attendant mon plan. La discipline n'était pas seulement une partie de ma vie, c'était l'épine dorsale de tout ce que j'avais construit. Cette épine dorsale venait de l'armée, mais les fondations avaient été posées bien avant, par mon père. Papa avait été un soldat jusqu'au bout. Il avait servi dans la tempête du désert, était rentré avec des médailles dont il ne se vantait jamais, et se comportait comme un homme qui n'en avait pas besoin. Ce n'était pas un homme de parole, c'était un homme d'action. Il croyait au matin précoce, aux bottes polies et à une famille qui faisait sa part. Il n'était pas dur sans raison, il ne tolérait pas la paresse. Denise détestait cela chez lui. J'ai appris à le respecter. Quand j'ai rejoint l'armée, papa n'a pas pleuré ni fait de fête. Il m'a simplement serré la main et m'a dit, « Fais-moi fier. » C'était le même ton qu'il utilisait lorsqu'il me rappelait de faire le plein d'essence ou de tondre la pelouse, mais je savais que cela signifiait plus. C'était sa façon de dire que je portais désormais le drapeau de la famille. L'armée a transformé cette poignée de main en réalité. Mon travail était la logistique, ce qui ressemble à pousser des papiers jusqu'à ce que vous soyez celui qui est responsable de déplacer la nourriture et les munitions en territoire ennemi. Je ne tenais pas de fusil en première ligne, mais mon travail décidait si ces fusils avaient des balles et si les soldats avaient de l'eau. Chaque mission s'accompagnait d'une horloge qui tournait en arrière-plan, et si vous commettiez une erreur, les gens ne mangeaient pas, les véhicules ne roulaient pas, et parfois des vies étaient perdues. C'est une pression que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. J'ai appris à prospérer sous cette pression. Papa suivait mes déploiements. Il ne disait pas grand-chose au téléphone, nos conversations étaient courtes, quelques minutes au maximum, mais il posait toujours la même question, « Tu prends soin de tes gens ?» C'était tout ce qui comptait pour lui, pas les médailles, pas les promotions, il voulait savoir si je m'assurais que les soldats sous mes ordres rentraient sains et saufs. Quand je disais oui, il grognait un bien indiscret, et c'était suffisant. Maman me soutenait à sa manière. Elle était plus douce que papa, mais elle comprenait le poids du service.
Elle continuait d'envoyer des colis de soins, écrivait des lettres et me rappelait que la maison était toujours mon foyer, même lorsque j'étais à l'autre bout du monde. Son calme équilibrait l'acier de papa. Entre deux, je n'avais aucun doute sur mes origines. Denise, bien sûr, ne pouvait rien comprendre à tout cela. Elle qualifiait mes déploiements de guerres inutiles et disait à ses amis que j'étais lavé par la culture militaire. Cela venait de quelqu'un qui ne pouvait même pas garder un compte d'épargne équilibré. Elle se moquait de la discipline qui sauvait littéralement des vies. Je ne perdais pas mon temps à me disputer avec elle. L'armée m'a appris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Ce que Denise n'a jamais réalisé, c'est à quel point papa valorisait le service au-delà de l'armée. Il voyait la vie comme un devoir. Si vous aviez un travail, vous le faisiez. Si vous faisiez une promesse, vous la teniez. C'est pourquoi, en ce qui concerne la planification de la succession, il a impliqué le corps des juristes militaires pour s'assurer que la fiducie militaire était infaillible. Il ne voulait ni querelle ni hypothèse. Il voulait de la clarté, et il me faisait confiance pour la gérer. La fiducie couvrait tout, des économies de retraite aux prestations de survivants. Elle était structurée de manière à ce qu'aucun avocat civil ne puisse la tordre. Le nom de papa avait du poids, mais il savait que la paperasse en avait plus à long terme. Chaque clause, chaque signature, chaque acte notarié était vérifié 2 fois. Il avait même des témoins de l'unité avec laquelle il avait servi. C'est ainsi qu'il prenait les choses au sérieux. Le jour où il me l'a expliqué, il n'a pas mâché ses mots. Il m'a assise à la table de la cuisine, a ouvert un dossier et m'a fait parcourir les documents. C'est à toi de gérer, dit-il simplement. Pas parce que je t'aime plus, mais parce que tu comprends la responsabilité. Denise, elle, ne comprend pas. Elle n'est pas prête et ne le sera jamais. Il ne l'a pas dit cruellement, juste comme un fait, de la même manière qu'il aurait annoncé la météo. Je me souviens avoir hoché la tête, me sentant à la fois honoré et chargé. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'être chargé de garder le nom et les biens de la famille comme il avait gardé ses soldats. Je lui ai promis de le faire, et je le pensais. Quand maman est décédée quelques années plus tard, elle a fait écho à ses paroles dans son testament. Elle avait écrit de sa propre main, « Colline, garde cette famille forte. Ne laisse pas Denise la déchirer. » Ce n'était pas une note sentimentale. C'était une directive. Maman avait observé les fissures dans notre famille pendant des décennies, et elle savait exactement où elle menait si quelqu'un ne tenait pas la ligne. C'est pourquoi être assise au tribunal et écouter Denise réclamer la moitié de la succession semblait si tordu. Elle ne me défiait pas seulement. Elle crachait sur les instructions mêmes que nos parents avaient laissées. Elle réécrivait l'histoire pour adapter son récit. Elle avait passé toute sa vie à éviter la responsabilité, et maintenant elle essayait de réclamer les récompenses de celle-ci. J'ai pensé à toutes ces années où j'étais loin de la maison, transpirant dans des endroits que la plupart des Français ne pouvaient même pas trouver sur une carte, mangeant des rations de combat pendant que Denise dépensait ses salaires en vacances qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai pensé à la voix de papa me demandant si je prenais soin de mes gens. Et puis je l'ai regardée dans ce tribunal et j'ai réalisé qu'elle ne comprendrait jamais ce que ces mots signifiaient. L'ironie était presque drôle. Elle a passé des années à dire que papa me favorisait injustement, alors qu'en réalité, il reconnaissait simplement qui était capable. Il ne m'a pas donné la fiducie parce que j'étais sa chérie. Il me l'a donnée parce qu'il savait que je ne la gaspillerais pas. Denise voulait la récompense sans la responsabilité. Et papa n'y a jamais cru. Moi non plus. Alors, nous voici. Une sœur qui avait été entraînée à planifier, protéger et préserver. Une autre qui s'était entraînée elle-même à se plaindre, à exiger et à prendre des raccourcis. L'héritage de papa n'était pas sujet à débat, pas plus que la fiducie. Aucun discours au tribunal ne pouvait effacer des décennies de choix. J'ai gardé les yeux fixés sur le juge, gardant ma posture droite, comme papa me l'avait appris. La discipline dans le corps signifiait la discipline dans l'esprit. Denise pensait peut-être que c'était un concours de popularité, mais je savais mieux. Il ne s'agissait pas de sentiments. Il s'agissait d'honneur, de paperasse et de la certitude inébranlable que nos parents n'avaient rien laissé au hasard. Denise s'est agitée sur sa chaise, croisant ses jambes avec une confiance que seul quelqu'un dans le déni complet pouvait afficher. La regarder assise la si satisfaite tandis que je me souvenais de la traînée de catastrophes qu'elle avait laissée derrière elle rendait la scène presque comique. Si le tribunal avait voulu la vraie histoire,
j'aurais pu la présenter comme un bilan comptable, la vie de Denise, un mauvais investissement et une relation ratée après l'autre. Cela a commencé avec le premier mariage. Elle s'est mariée jeune, convaincue qu'elle améliorait sa vie en s'accrochant à un homme avec un salaire correct et une voiture brillante. 6 ans plus tard, il l'a laissée sans rien d'autre que des factures et un goût amer pour l'engagement. Elle l'a blâmé, bien sûr, mais quiconque était là savait que c'était elle qui avait maximisé les cartes pour des meubles dont il n'avait pas besoin et des vacances qu'il ne pouvait pas se permettre. Quand le deuxième mariage est arrivé, c'était du déjà-vu. Un autre gars, le même désordre. Celui-ci a duré 3 ans avant qu'il ne parte, laissant derrière lui un avis de saisie immobilière et une pile de lettres de société de recouvrement. Denise disait à tout le monde qu'elle était malchanceuse en amour, mais la chance n'avait rien à voir avec ça, la responsabilité, oui, et elle n'en voulait jamais aucune part. Son dossier financier ressemblait à un numéro comique, carte de crédit maximisée pour des urgences qui incluaient étrangement des sacs de créateurs et des forfaits spa de luxe. Des prêts sur salaire qu'elle jurait de rembourser le mois suivant, ce qui s'est transformé en années. Des investissements dans des idées d'entreprise à moitié cuites, proposées par des amis louches qui la voyaient arriver de loin. Elle a un jour mis 30 000 € dans un soi-disant café bien-être, géré par un homme qu'elle avait rencontré lors d'une retraite de yoga, l'endroit a fermé avant son inauguration. Quand elle a atteint la quarantaine, Denise était sous l'eau, pas seulement un peu en retard, mais complètement noyée. Son score de crédit était ruiné, son téléphone sonnait quotidiennement avec des sociétés de recouvrement, et son compte bancaire était sous assistance respiratoire. Le montant qu'elle devait osciller au-dessus de 100 000 €, et elle parvenait toujours à agir comme si elle n'était qu'à une bonne opportunité de tout redresser. Le stress commençait à se voir, même si elle le niait. Les soirées se transformaient en longues matinées à se plaindre de migraines et de patrons injustes. Les amis ont commencé à s'éloigner, fatigués des demandes de prêts qui n'étaient jamais remboursées. Elle passait d'un emploi à l'autre plus vite que la plupart des gens ne changent de téléphone portable, caissière de banque, agente d'assurance, agente immobilière. Chaque fois, elle jurait que c'était la carrière qui prouverait enfin qu'elle ne vivait pas dans mon ombre. Chaque fois, elle s'écrasait et pointait du doigt tout le monde. Sa crise a atteint son paroxysme l'année où elle a essayé le jeu comme solution. C'était son idée lumineuse, transformer la dette en richesse en jouant intelligemment dans les casinos. Elle m'a appelé une fois après un week-end à Las Vegas, s'extasiant sur le fait qu'elle avait gagné 3 000 € à une machine à sous. Le lundi, c'était parti. Le mois suivant, elle avait 10 000 € de dette de plus. C'était Denise en un mot, saisir une victoire, perdre plus gros, puis prétendre que ce n'était pas sa faute. Les relations n'ont pas tenu non plus. Après 2 mariages ratés, elle fréquentait des petits amis qui étaient soit des profiteurs, soit aussi imprudents qu'elle. L'un d'eux l'a convaincue de contracter un prêt personnel pour financer sa start-up. Spoiler, la start-up était un désastre, et il a filé. Elle n'a jamais revu ni lui ni l'argent. Aussi fort qu'elle essayait de projeter le succès, les fissures apparaissaient. Elle arrivait aux réunions de famille avec des tenues tapas à accent grave-l'œil qu'elle ne pouvait pas se permettre, parlant de grands projets qui ne se matérialisaient jamais. Tout le monde à table savait que c'était de la fumée et des miroirs. Papa restait assis, silencieux, mâchant sa nourriture, tandis que maman essayait de changer de sujet. Denise ne supportait jamais le jugement silencieux dans la pièce, alors elle redoublait d'orgueil. Quand maman est morte et que le dernier filet de sécurité parentale a disparu, la vie de Denise a commencé à spiraler plus vite. Plus de prêts secrets de maman pour couvrir son loyer. Plus de sermons de papa qui se terminaient secrètement par lui glissant un chèque. Juste cette fois. Elle était seule, et la réalité la frappait comme un train de marchandises. Les factures s'accumulaient, les créanciers devenaient plus bruyants, et les avis de saisie immobilière étaient de plus en plus difficiles à ignorer. C'est là que les comparaisons avec moi sont devenues plus laides. À chaque tournant, elle s'assurait que les gens savaient à quel point il était injuste que j'ai une entreprise, une carrière et un dossier financier propre alors qu'elle avait des difficultés. Elle donnait l'impression que tout m'avait été donné sur un plateau d'argent, ignorant le fait que j'avais passé 2 décennies à transpirer dans l'armée avant même de diriger une entreprise. Pour elle, l'effort et la discipline ne comptaient pas. Seuls les résultats comptaient. Et si elle ne les avait pas, alors j'avais dû tricher. Au moment où elle s'est présentée au tribunal, Denise était désespérée. Elle n'était pas seulement amère, elle était acculée. La faillite menaçait, les créanciers rôdaient, et sa réputation était foutue. L'héritage était son ticket d'or,
son unique chance d'effacer l'ardoise sans jamais assumer la responsabilité. C'était la motivation derrière chaque sourire suffisant, chaque déclaration audacieuse qu'elle lançait devant le juge. Elle pensait jouer intelligemment, en utilisant le système juridique pour finalement obtenir sa juste part. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que l'équité n'était pas de son côté. La paperasse l'était. Et dans cette arène, elle était dépassée. Assise en face d'elle, je pouvais le voir clairement. Ce n'était pas seulement une question de cupidité, c'était une question de survie. Elle avait besoin de mon argent pour sortir du cratère qu'elle passait des décennies à creuser. Sans cela, elle faisait face à la ruine. Avec cela, elle pensait pouvoir réinitialiser sa vie, peut-être même récupérer un peu de dignité. Mais si Denise avait prouvé quelque chose au fil des ans, c'est que l'argent ne restait jamais longtemps entre ses mains. En regardant sa posture devant le juge, je me demandais si elle croyait à sa propre histoire. Pensait-elle vraiment que papa avait voulu qu'elle partage la fiducie après tout ça? Ou misait-elle sur un public de tribunal pour me faire céder? Quoi qu'il en soit, le désespoir derrière ses yeux la trahissait. Elle souriait peut-être, mais les fissures dans ce sourire étaient assez larges pour que quiconque prêtant attention puisse les voir. Le sourire de Denise s'élargit lorsque le juge demanda des preuves, comme si elle croyait vraiment avoir une main gagnante. C'était la spécialité de Denise, jouer la confiance juste avant que le château de cartes ne s'effondre. Cette fois, elle n'avait pas seulement joué avec des cartes de crédit ou de mauvais petits amis. Elle avait joué avec le système judiciaire, convaincue de pouvoir s'imposer pour obtenir la moitié d'une fortune. La décision de me poursuivre n'est pas sortie de nulle part. Elle préparait le terrain depuis des mois. Elle a commencé par chercher un avocat assez désespéré pour accepter son cas. La plupart des bons l'ont sèchement rejeté. Ils savaient qu'une fiducie certifiée par le corps des juristes militaires n'était pas quelque chose que l'on ouvre avec une histoire larmoyante. Mais Denise a finalement trouvé un homme, un avocat de second rang qui aimait le son d'une affaire d'héritage de plusieurs millions d'euros plus qu'il ne se souciait de la réalité. Il voyait des signes de dollars dans les heures facturables et pensait pouvoir me forcer à un règlement. Ensemble, ils ont intenté le procès et ont immédiatement divulgué l'histoire à la presse. Le titre du journal local était risible, vétéran décoré de l'armée accusé d'avoir coupé sa sœur de la fortune familiale. En le lisant, on aurait dit que j'avais laissé Denise mourir de faim dans la rue pendant que je me prélassais sur des tas d'argent. En réalité, c'était elle qui avait drainé toutes les ressources qu'elle avait touchées. Mais les faits ne vendent pas les journaux. Le drame, oui. La presse s'est régalée. Les journalistes ont adoré l'angle, trahison familiale, argent, honneur militaire en jeu. Ils ont appelé mon bureau, ma maison, même certains de mes anciens collègues. Quelques chaînes de télévision ont repris l'histoire pour le journal du soir, montrant de vieilles photos de moi en uniforme comme si j'étais un personnage de drame judiciaire. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner pendant des jours. Ce n'était pas seulement les médias. La communauté militaire de Bordeaux en a également entendu parler. Soldats, vétérans, conjoints, des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années ont commencé à poser des questions. Certains étaient polis, d'autres francs. « Colline, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur ?» C'était embarrassant. J'avais passé toute ma carrière à bâtir une réputation de discipline et d'honneur, et maintenant, il semblait que j'accumulais de l'argent au détriment de ma famille. Cela a fait plus mal que les gros titres. Denise a profité de l'attention. Elle a donné des interviews, pleuré sur commande, et dit à quiconque voulait l'entendre qu'elle se battait simplement pour l'équité. Elle s'est présentée comme la victime maltraitée, la sœur oubliée qui se dressait contre la machine militaire froide et insensible. C'était une performance, et elle aimait chaque seconde. Pour quelqu'un qui sombrait dans les dettes, elle savait manier les poses pour les caméras comme une célébrité. Pendant ce temps, ma vie s'était transformée en cirque. Les clients de stratégie fer de lance ont commencé à demander si le procès allait me distraire de leur contrat. Quelques-uns ont laissé entendre qu'ils pourraient se retirer si l'affaire traînait. Cela a frappé là où ça faisait mal. Mon entreprise était bâtie sur la crédibilité, et la cascade de Denise a créé des fissures dans cette image. Même si la poursuite n'avait aucun fondement, la perception comptait. Eliane, mon avocate, n'était pas ébranlée. Elle m'a fait m'asseoir un soir dans son bureau, des piles de dossiers de cas l'entourant comme des sacs de sable avant une tempête, et m'a dit, laissez-la parler. Le bruit n'est pas une preuve. Nous nous occuperons du reste. Ce ton calme et direct me rappelait pourquoi je lui faisais confiance.
Elle avait traversé des tribunaux militaires plus durs que ce cirque. Si Denise pensait avoir trouvé une faiblesse, elle allait avoir une rude surprise. Pourtant, le stress était réel. Des reporters campaient devant mon bureau. Je ne pouvais pas prendre un café sans que quelqu'un ne prenne une photo. Même les courses à l'épicerie se transformaient en rencontres gênantes avec des inconnus qui chuchotaient « N'est-ce pas la femme poursuivie par sa sœur ?» J'ai commencé à garer ma voiture à 2 pâtés de maison du travail juste pour éviter les caméras. Le pire était le coup porté à la mémoire de mes parents. Ils avaient travaillé toute leur vie pour bâtir la stabilité. Papa était allé à la guerre, maman avait maintenu la famille unie, et tous deux avaient pris des décisions prudentes concernant leur succession. Maintenant, Denise traînait leur nom dans les gros titres pour une manne financière. C'était non seulement égoïste, mais irrespectueux. Et cela me mettait en rogne. Eliane m'a préparé pour la stratégie au tribunal. Elle va jouer la victime, a-t-elle dit. Des larmes, des histoires sur l'enfance, peut-être même des accusations de favoritisme. Ne mords pas à l'hameçon, reste calme, et nous gagnerons sur le papier. C'était le plan, patience, discipline, preuve. Cela semblait familier, comme la moitié des missions que j'avais planifiées dans l'armée. Denise, en revanche, traitait l'affaire comme une télé-réalité. Elle se pavana dans les audiences préliminaires vêtue comme si elle auditionnait pour une émission sur des femmes au foyer ayant trop de temps libre. Elle souriait aux caméras, saluait les journalistes, et chuchotait assez fort pour que les gens entendent « Je veux juste ce qui est juste ». C'était un scénario, et elle jouait son rôle avec panache. La regarder jouer aurait pu être drôle si ce n'était pas ma vie qu'elle détruisait. Mais je savais une chose, plus elle devenait bruyante, plus durement elle tomberait quand la vérité éclaterait. Les semaines précédant le procès ressemblaient à une marche vers un déploiement. Le bruit des médias, la préparation sans fin, le poids de la réputation en jeu, tout cela me rappelait la préparation des opérations à l'étranger. La différence, c'est que cette fois, l'ennemi n'était pas un insurgé sans visage. C'était ma sœur, assise de l'autre côté de l'allée, armée de rien d'autre que son droit acquis et d'un avocat à la recherche d'heures facturables. Au moment où nous sommes entrés dans la salle d'audience pour l'audience complète, Denise avait l'air d'avoir déjà gagné. Elle avait les cheveux parfaitement coiffés, son avocat portait une mallette trop pleine, et elle a fait un petit signe au journaliste comme si c'était son couronnement. Elle ne se battait pas seulement pour de l'argent, elle se délectait des projecteurs qu'elle pensait mériter toute sa vie. J'ai gardé mes épaules carrées pendant que Denise absorbait les flashs des caméras, mais une fois dans le bureau d'Eliane, j'ai finalement laissé sortir ma frustration. Je me suis laissé tomber sur une chaise et j'ai marmonné, elle traite ça comme sa grande chance à la télévision de l'après-midi. Eliane n'a même pas levé les yeux du dossier devant elle. Elle a juste dit, bien, laissez-la. Les juges ne se soucient pas du spectacle. Ils se soucient des preuves. C'était la différence entre le côté de Denise et le nôtre. Elle avait du bruit. Nous avions de la paperasse. Et Eliane était implacable pour s'assurer qu'aucune page n'était vulnérable à une attaque. Son bureau ressemblait à une salle de guerre. Dossiers étiquetés par date, classeurs triés par catégorie, post-it codés par couleur comme une carte de bataille. Si elle avait porté un uniforme au lieu d'un blazer, on aurait pu la prendre pour un commandant se préparant pour un déploiement. Nous avons commencé par la fiducie militaire. Eliane a parcouru chaque section avec son ongle pointu, tapotant les clauses clés comme un sergent instructeur pointant une carte. Votre père n'a pas seulement bien mis cela en place, Colline. Il l'a rendu blindé. Non seulement la fiducie spécifie un bénéficiaire unique, mais il l'a également fait examiner par des officiers du JAG alors qu'il était encore en service. Ce n'est pas seulement notarié, c'est fortifié. Elle n'exagérait pas. Papa avait insisté pour toutes les couches de légitimité possibles, examen juridique militaire, témoins civils indépendants, signatures appropriées, même la notarisation dans plusieurs États à cause de ses déploiements. C'était le genre de minutie auquel seul un soldat penserait, et maintenant c'était le mur contre lequel Denise se heurtait. Mais Eliane ne s'est pas arrêtée là. Nous n'allons pas seulement nous défendre, nous allons attaquer, a-t-elle dit, tirant un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient les dossiers financiers de Denise, les relevés de dette, les avis de saisie, les avertissements de faillite. Ce n'était plus des potins, c'était une preuve documentée de son imprudence. Nous allons montrer au tribunal que ce n'est pas une question d'équité, c'est une question de désespoir. Elle n'est pas trompée, elle essaie de se sortir d'affaire sur votre dos. J'ai parcouru la pile,
Chaque page plus laide que la précédente, carte maximisée, prêts impayés depuis des années, même une lettre d'une ligne de crédit de casino en défaut de paiement. Ce n'était pas joli, mais c'était honnête. Denise voulait se peindre comme la sœur lésée. Nous allions montrer au juge qu'elle n'était qu'une joueuse dépassée. Eliane a également recueilli des témoignages. Elle a retrouvé les anciens camarades d'unité de papa qui avaient signé comme témoins lorsque la fiducie a été créée. Des hommes qui avaient porté le même uniforme, qui comprenaient pourquoi papa voulait que sa succession soit protégée comme elle l'était. Un par un, ils ont accepté de fournir des déclarations. Un tribunal ne va pas ignorer des vétérans qui soutiennent la parole de votre père, a dit Eliane. Elle avait raison. Leur crédibilité n'était pas seulement personnelle, elle était professionnelle. Nous avons également examiné le contrat de mariage. Oui, il y en avait un. Des années avant que Denise ne pense à poursuivre, mon propre mariage s'était effondré. Ce contrat de mariage avait protégé mon entreprise et mes économies. Eliane voulait cela aussi dans le dossier. Non pas parce que Denise avait une revendication là-dessus, mais parce que cela prouvait un schéma. J'avais toujours séparé correctement mes finances, pas de compte joint avec des conjoints, et encore moins avec des frères et sœurs. C'était fastidieux de parcourir des années de relevés bancaires, de déclarations fiscales et de documents militaires. Mais l'image est devenue claire. Chaque euro de la fiducie était séparé, intact et intouchable. Denise n'avait pas contribué un centime. Elle ne pouvait même pas plaider la confusion des fonds parce que j'avais été méticuleuse. Eliane a esquissé un petit sourire en empilant les classeurs. Si elle veut réclamer cet argent, elle devra argumenter que les mathématiques elles-mêmes sont injustes. La préparation n'était pas seulement une question de paperasse. Eliane m'a entraîné comme si c'était un camp d'entraînement pour témoignage. Elle s'asseyait en face de moi et lançait toutes les accusations que l'avocat de Denise pourrait utiliser. Enfant favori, tu as manipulé tes parents, tu as thésaurisé des actifs, tu as abandonné ta sœur quand elle avait besoin d'aide. Mon travail n'était pas de me fâcher ou de me défendre. C'était de rester calme, stable, factuel. Le juge ne veut pas de vos sentiments, Colline, m'a rappelé Eliane. Il veut la vérité en phrases claires. Ce n'était pas facile. Entendre ces accusations, même lors de séances simulées, faisait monter ma tension artérielle. Mais cela me préparait aussi. À la fin de la semaine, je pouvais répondre à chaque attaque avec le même calme que j'utilisais lorsque je faisais un briefing à un commandant sur la raison pour laquelle les fournitures n'étaient pas arrivées à l'heure. Pas de panique, pas d'excuses, juste les faits. Pendant que Denise courtisait les journalistes, Eliane et moi construisions un arsenal de vérités, dossiers bancaires, documents de fiducie, déclarations de témoins, même un expert en planification successorale militaire prêt à témoigner si nécessaire. C'était excessif. Mais Eliane insistait. Les juges n'aiment pas les surprises, disait-elle. Ils aiment l'ordre. Nous allons leur remettre un dossier si propre qu'ils n'auront pas à réfléchir à deux fois. Il y a eu des moments où l'épuisement m'a rattrapé. Des nuits passées à la table de ma cuisine, à réviser des documents jusqu'à ce que mes yeux soient flous, me demandant pourquoi ma propre sœur m'avait traîné dans ce cirque. Mais ensuite, je pensais à l'écriture de maman dans son testament, ne laisse pas Denise déchirer cette famille. Ce rappel suffisait à me pousser à travers une autre pile de dossiers. Un après-midi, alors qu'Eliane et moi terminions une autre séance de préparation, elle m'a regardé et a dit, « Vous avez été dans des combats, n'est-ce pas ?» J. Et hoché la tête. « Bien, a-t-elle dit. Parce que ceci est la version juridique de cela. Elle va arriver avec des armes, faisant rage avec des émotions et des théâtralités. Nous répondrons avec un tir de précision. Contrôlé, précis, sans coup gaspillé. » C'était l'analogie parfaite. Denise pensait être dans un drame. Mais nous ne jouions pas pour les gros titres. Nous jouions pour une décision. Et dans cette arène, la précision battait le volume à chaque fois. Le matin de la première audience, la salle d'audience sentait le déodorant bon marché et le café rassis. Denise a fait son entrée comme si elle marchait sur un tapis rouge, pas comme si elle entrait au tribunal de la famille. Son avocat traînait une mallette surdimensionnée comme si elle contenait la Déclaration des droits de l'homme, et Denise s'est tamponné les yeux avec un mouchoir avant même de s'asseoir. Elle était prête pour sa performance, et elle voulait un public. Elle en a eu un. La galerie était pleine, journalistes, voisins curieux, même quelques militants locaux qui pensaient apparemment qu'il s'agissait de l'affaire des droits civiques de la décennie.
j'ai reconnu deux femmes d'un groupe d'épouses de vétérans voisins chuchotant entre elles, leurs yeux faisant des allers-retours entre moi et Denise comme si elles regardaient un feuilleton. Le bourdonnement dans la pièce était presque plus fort que l'appel à l'ordre du huissier. Quand l'avocat de Denise s'est levé, il avait ce ton trop confiant que les avocats utilisent lorsqu'ils pensent être sur le point de porter un coup fatal. « Votre honneur » a-t-il commencé, ma cliente a été injustement exclue de son héritage légitime. Il parlait comme s'il révélait une corruption au plus haut niveau du gouvernement, pas en pleurnichant sur pourquoi ma sœur ne pouvait pas payer ses factures. Puis Denise est montée à la barre. Elle a reniflé, serré son mouchoir et raconté une histoire si bien rodée que j'ai failli voir sortir des fiches. Selon elle, elle avait été l'enfant oublié. Elle a peint un tableau d'un père cruel qui jouait aux favoris, d'une mère qui détournait le regard, et d'une sœur qui manipulait tout le monde pour un gain personnel. Elle a même réussi à avoir une voix tremblante lorsqu'elle a dit « Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est de l'amour et de l'équité. » Au lieu de cela, j'ai été mise de côté comme si je n'avais pas d'importance. Une femme dans la galerie a halté, et j'ai juré d'avoir vu un journaliste s'essuyer les yeux. C'était du niveau des Oscars. Denise a exploité tous les stéréotypes qu'elle pouvait trouver. Elle m'a appelé l'enfant en or, a prétendu que papa n'avait jamais soutenu ses rêves, et a insisté sur le fait que maman m'avait supplié de m'occuper d'elle avant de mourir. Ce dernier point était de la pure fiction, mais il a eu l'effet escompté, la moitié de la galerie a regardé vers moi comme si j'avais volé Denise à main armée. L'avocat de Denise a martelé le thème, l'équité. Il ne s'agit pas de cupidité, a-t-il dit de manière dramatique. Il s'agit d'une sœur qui a tout donné à sa famille et n'a reçu rien en retour. J'ai failli éclater de rire. Denise qui donne tout? La seule chose qu'elle ait jamais donnée, ce sont des reconnaissances de dette. Eliane a posé une main sur mon bras, me rappelant de rester immobile. Les juges détestent les éclats de voix, et le camp de Denise cherchait clairement à en provoquer un. Alors j'ai gardé un visage neutre tandis qu'à l'intérieur, je criais « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» La presse s'est régalée. Les journalistes griffonnaient des notes alors que la voix de Denise se brisait. Les caméras cliquetaient chaque fois qu'elle essuyait ses yeux. Pendant un instant, la salle a penché en sa faveur. Elle ressemblait à une femme lésée combattant un système froid et insensible, et moi, à la sœur militaire rigide qui ne voulait pas partager. Son avocat a même joué sur l'angle militaire. Votre honneur, cette affaire ne consiste pas à manquer de respect au service. Il s'agit de s'assurer que l'uniforme d'une sœur ne fait pas d'ombre à l'humanité de l'autre sœur. C'était une ligne intelligente et elle a fonctionné. Quelques personnes ont acquiescé comme s'ils venaient de résoudre la paix mondiale. Quand l'interrogatoire croisé a commencé, Eliane n'a pas cherché les feux d'artifice. Elle a cherché la précision. Sa voix était stable, presque ennuyée, alors qu'elle posait à Denise des questions de base. Madame Holt, est-il vrai que vous avez déclaré faillite en 2014? Denise s'est agitée. C'était une période difficile dans ma vie. Et encore en 2017? Son mouchoir tremblait. J'avais des difficultés. Et vous devez actuellement plus de 100 000 € de dettes impayées, n'est-ce pas? La galerie a murmuré. Denise a essayé de transformer cela en victimisation. J'ai toujours essayé de joindre les deux bouts, mais les chiffres parlaient plus fort que ses larmes. Eliane est restée calme. Pas de théâtralité, juste fait après fait. Chaque question révélait une autre couche du jeu de Denise. Pourtant, Denise a redoublé d'efforts. Elle a pleuré plus fort, affirmant que ses problèmes financiers étaient la preuve qu'elle avait besoin de l'héritage, pas une preuve d'imprudence. Elle a même dit, n'est-ce pas à cela que sert une famille? À céder quand les temps sont durs. Elle s'est tournée vers le juge comme si elle faisait appel à la sympathie d'une mère, et non à une autorité légale. Pendant un moment, je me suis demandé si l'acte pourrait réellement fonctionner. Les juges sont humains. Ils voient les larmes, ils entendent les histoires larmoyantes. Et parfois, la logique passe au second plan. Mais alors, la juge Klein a ajusté ses lunettes et a dit sèchement, « Madame Holt, ce tribunal n'est pas un lieu pour le sentiment, c'est un lieu pour les faits. » Le visage de Denise s'est tendu. La performance s'est fissurée juste un peu, mais elle s'est vite remise, rejetant ses cheveux et serrant son mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire presque. Elle n'allait pas arrêter le spectacle juste parce que le juge ne tapait pas des mains. À l'extérieur du tribunal, les journalistes ont encerclé. Denise leur a donné une citation sur la lutte pour la justice.
Eliane et moi sommes passés sans un mot, mais je pouvais entendre les murmures. Avez-vous entendu à quel point son histoire était triste? Pauvre femme. Sa sœur l'a vraiment exclue. Cela n'avait pas d'importance que les documents racontent l'histoire inverse, les gens aiment la tragédie plus que la vérité. Ce premier jour a préparé le terrain. Denise s'était fait passer pour une martyre, et la presse était heureuse de le diffuser. Mais à l'intérieur du tribunal, l'interrogatoire croisé stable d'Eliane avait planté des graines de doute. Le juge avait vu à travers le drame, même si la foule ne l'avait pas fait. Je suis rentré chez moi cette nuit-là épuisé, mais pas ébranlé. Denise avait son public. J'avais mes preuves. Et au final, seule une de ces choses importait réellement pour la décision. J'ai redressé ma veste d'uniforme avant de monter au témoin. Denise avait joué son rôle avec des mouchoirs et des mots tremblants, mais maintenant c'était mon tour. Je n'allais pas pleurer ou mendier de la sympathie. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à faire était de dire la vérité. Et la vérité avait plus de poids que n'importe quelle performance qu'elle pouvait monter. Eliane m'a fait un signe de tête lorsque j'ai posé ma main sur la Bible et que j'ai prêté serment. La pièce semblait différente maintenant. Moins comme un théâtre, plus comme un débriefing. Cela me convenait parfaitement. Sa première question était simple, « Colline, pouvez-vous parler à la cour de votre carrière dans l'armée française ?» Je n'ai pas dramatisé. Je l'ai exposé clairement, 20 ans de service, de multiples déploiements, officier de logistique responsable des fournitures qui maintenaient les soldats en vie. J'ai expliqué comment j'avais déplacé des troupes dans le désert, livré de la nourriture à travers des zones de combat, et géré des convois où une mauvaise décision signifiait des sacs mortuaires au lieu de retour sûr. J'ai vu quelques personnes dans la galerie se déplacer inconfortablement. La guerre n'est pas glamour quand on la dépouille de ce qu'elle est vraiment, du sang, de la sueur et une planification sans fin pour contenir le chaos. Je ne me vantais pas. Je leur montrais la différence entre la discipline durement gagnée et le fantasme que Denise vendait. Ensuite, Eliane a demandé, « Et comment vos parents voyaient-ils votre service ?» Celle-là a frappé plus fort. J'ai parlé au tribunal de papa, comment il me demandait à chaque appel si je prenais soin de mes gens. J'ai dit comment maman envoyait des colis, comment ils soutenaient tous deux la fiducie et son but. La galerie s'est tue. Même les journalistes ont arrêté de griffonner un instant. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, mais c'était percutant. L'avocat de Denise a essayé de me déstabiliser lors de l'interrogatoire croisé. Mademoiselle Basto, n'est-il pas vrai que vous étiez souvent absente de la famille? Que pendant que vous étiez déployée, Denise était celle qui restait à la maison et s'occupait de vos parents? J'ai gardé ma voix égale. J'étais absente parce que je servais ce pays. Et mes parents n'étaient pas abandonnés. C'étaient des personnes indépendantes et fières qui soutenaient mon service. Denise n'était pas leur soignante. Elle était souvent leur fardeau. Quelques rires étouffés sont venus de l'arrière de la salle d'audience. L'avocat a froncé les sourcils, réalisant que cette ligne n'avait pas fonctionné comme il l'espérait. Il a essayé à nouveau. Donc, vous admettez que vous n'étiez pas là pour soutenir votre sœur? Je l'ai regardé directement. Le soutien fonctionne dans les deux sens. J'envoyais de l'argent à la maison depuis des bases à l'étranger pour aider à couvrir les frais quand maman en avait besoin. Denise dépensait l'argent qu'elle n'avait pas pour des choses dont elle n'avait pas besoin. C'est la différence. Elle. Le juge a pris une note, et l'avocat est passé rapidement. Eliane a redirigé l'attention. Colline, pouvez-vous expliquer comment vous avez géré vos finances par rapport à votre sœur? C'était mon signal. J'ai expliqué la séparation des comptes, la façon dont mon héritage était resté propre des fonds communs, et la planification minutieuse que j'avais faite au fil des ans. Puis j'ai ajouté, je n'ai pas seulement hérité d'argent, j'ai hérité de la confiance de mes parents. C'est de cela qu'il s'agit. Denise n'a pas perdu la moitié d'une fortune, elle a perdu des années d'opportunité de prouver qu'elle était digne de confiance, et elle a échoué. Le silence qui a suivi n'était pas dramatique, il était lourd, le genre de silence où les gens savent que l'histoire a changé. Les larmes de Denise semblaient petites comparées au poids du sacrifice et de la discipline assis devant eux. Denise a essayé d'intervenir à un moment donné, secouant la tête et marmonnant, « Ce n'est pas vrai ». Le juge l'a immédiatement réduite au silence. « Madame Holt, vous devez rester silencieuse. » Son visage est devenu rouge, mais elle s'est affaissée sur sa chaise. Pour une fois, elle n'était pas le centre de l'attention. Quand je suis descendu de la barre,
je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais stable. Il ne s'agissait pas de gagner un concours de popularité. Il s'agissait de rétablir les faits. Denise pouvait raconter des histoires, mais les histoires ne pesaient pas contre 20 ans de service et une vie de responsabilité. Eliane s'est penchée vers moi alors que nous nous rassoyions. « Vous avez bien fait », a-t-elle chuchoté. Les juges aiment le calme. Vous lui avez donné le calme et la crédibilité. Pendant ce temps, Denise semblait ébranlée. Sa routine avec le mouchoir avait perdu de son éclat, et son avocat évitait son regard. La foule qui avait haleté à son histoire larmoyante plus tôt semblait maintenant l'étudier avec des yeux plus perçants. Ils avaient vu le contraste. Et ce n'était pas flatteur. Le reste de la journée s'est déroulé rapidement. Eliane a présenté des pièces financières, des relevés bancaires, des documents de fiducie, des lettres des amis de l'unité de papa. Chaque élément renforçait la même vérité, tout avait été fait selon les règles, et Denise n'avait aucune prétention légitime. La juge a parcouru les pages avec ce regard que les juges chevronnés ont lorsqu'ils savent déjà où cela va, mais laissent toujours les avocats faire les choses par habitude. Vers la fin de l'après-midi, l'énergie de la salle d'audience avait complètement changé. Les murmures n'étaient plus de la sympathie, mais de la curiosité de savoir comment Denise pensait pouvoir s'en tirer. Sa performance, autrefois captivante, semblait maintenant désespérée. Mon témoignage avait tourné les projecteurs, et il n'y avait aucun doute sur la différence entre le service et l'auto-apitoiement. Quand le tribunal s'est ajourné pour la journée, les journalistes se sont à nouveau précipités. Cette fois, cependant, ils n'ont pas seulement couru après Denise. Ils se sont tournés vers moi. « Colline, comment répondez-vous aux affirmations de votre sœur ?» Je suis resté brève. Je sers mon pays. J'honore mes parents. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis j'ai marché sans un autre mot. Pas de théâtre, pas de larmes. Juste de la discipline. Et à en juger par le silence derrière moi, cela parlait plus fort que tout le numéro de Denise. J'ai gardé les mains croisées sur la table, stable, pendant que Denise tripotait un autre mouchoir. Le bourdonnement du tribunal avait changé après mon témoignage, mais Eliane n'avait pas fini. Elle a tapoté la épaisse enveloppe manille assise entre nous, son doigt léger mais délibéré. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Ce n'était pas juste du papier, c'était le clou dans le cercueil de Denise. Quand la juge Klein a demandé si nous avions des preuves supplémentaires, Eliane s'est levée sans effort. Oui, votre honneur, ma cliente a un document que le tribunal doit examiner avant de continuer plus avant. Elle m'a fait signe de la porter. Je me suis levé, et fait glisser l'enveloppe de la table et les porter au banc. Le léger bruit de mes bottes sur le sol ciré était le seul son dans la pièce. Je l'ai remise au huissier, qui l'a transmise au juge. Denise a tendu le cou comme un enfant essayant de jeter un coup d'œil à un cadeau de Noël. Le juge a ajusté ses lunettes et a brisé le sceau. Le bruit du papier qui se déchire a résonné plus fort que les reniflements de Denise. Elle a ouvert le dossier. Ses yeux ont balayé la première page. Pour la première fois de la journée, j'ai vu le sourire suffisant de Denise vaciller. Ceci, a annoncé Eliane, est la fiducie militaire établie par le colonel Thomas Basteau, examinée et certifiée par le corps des juristes militaires, témoignée par les membres de son unité, et notariée conformément aux exigences fédérales et étatiques. Elle spécifie la bénéficiaire unique, Colline Basteau. Le juge a haussé les sourcils. Elle a continué à lire, tournant page après page. La fiducie n'était pas courte. Papa avait insisté sur la minutie. Chaque clause énonçait exactement ce qui m'appartenait et pourquoi. L'avocat de Denise s'est levé comme si sa chaise avait pris feu. Votre honneur, ceci est très irrégulier. Nous n'avons pas été informés d'un tel document. Les yeux de la juge Klein n'ont pas quitté la page. Alors peut-être auriez-vous dû mener une enquête appropriée avant de déposer votre plainte, maître Pearson. Son ton était assez tranchant pour couper l'acier. La galerie a ri doucement, et Pearson s'est rassis, le visage rouge. Denise s'est penchée vers lui chuchotant frénétiquement, mais il gardait les yeux en avant. Il savait déjà qu'ils étaient fichus. Le juge a continué à feuilleter la fiducie, s'arrêtant occasionnellement pour souligner des sections. Denise a bredouillé. Je pensais. Non, on ne m'a pas dit. Sa voix s'est brisée, mais cette fois ce n'était pas un jeu. C'était de la panique. Eliane est restée calme.
Votre honneur, la fiducie a été divulguée dans les archives de la succession après le décès du colonel et de madame Basto. Ma cliente a maintenu les actifs dans des comptes séparés, avec une documentation complète, comme demandé. Elle a remis un dossier plus petit avec des relevés bancaires, des relevés de comptes et des affidavits notariés. La juge Klein a comparé les papiers. Son expression n'a pas changé, mais le poids dans la pièce a basculé. Les reporters griffonnaient comme si leur stylo allait prendre feu. La galerie s'est penchée en avant. Tout le monde savait qu'il assistait au moment où l'affaire de Denise implosait. Denise a tenté un dernier acte. Elle s'est levée brusquement. Ce n'est pas juste. Papa ne m'a jamais aimé de la même manière, et Colline l'a manipulé pour faire ça. Elle l'a lavé du cerveau. Le marteau du juge a claqué sur le banc. Madame Holt, asseyez-vous immédiatement. Vous êtes en tort. Elle s'est figée, puis est retombée sur sa chaise, marmonnant à voix basse. Son avocat a enfoui son visage dans ses notes. Eliane s'est levée à nouveau, sa voix fraîche. Votre honneur, si je peux attirer l'attention sur la section 4, paragraphe B, le juge a tourné à la page. Eliane a continué, tout héritage, pension militaire ou prestation de survivant désigné dans cette fiducie doit rester la propriété exclusive de Colline Basto. Cette clause a été rédigée spécifiquement pour éviter des litiges de cette nature. Les intentions du colonel ne pourraient être plus claires. Le juge l'a lu à voix haute, son ton plat mais définitif. En effet, le langage est sans ambiguïté. Denise s'est affaissée. Son mouchoir s'est déchiré en deux entre ses doigts. La bravade avec laquelle elle était entrée avait disparu. Tout ce qui restait était la réalité qu'elle avait passé des décennies à éviter. On ne peut pas simuler la responsabilité avec des larmes, et on ne peut pas annuler la paperasse avec la pitié. L'enveloppe avait fait son travail. Des années de discipline, de préparation et de prévoyance juridique étaient étalées en noir et blanc. Aucune quantité de spectacle ne pouvait rivaliser avec cela. Le juge a mis de côté le dossier épais des papiers de fiducie et a regardé directement Denise. Madame Holt, ce document a un poids significatif. À moins que vous ne puissiez fournir des preuves pour contester sa validité, ce qui, compte tenu de son exécution, semble peu probable, vos revendications ne tiendront pas. Pearson s'est agité inconfortablement. Votre honneur, peut-être pourrions-nous demander un délai supplémentaire pour examiner. Non, a interrompu le juge, sa voix sèche. Ce tribunal ne récompensera pas le manque de préparation. Vous avez déposé des réclamations sans enquête appropriée, et maintenant vous êtes confronté à des preuves claires et contraignantes. C'est votre responsabilité, pas celle de ce tribunal. Faites-le. La galerie a de nouveau murmuré. L'avocat de Denise s'est enfoncé plus bas sur sa chaise. Pour une fois, même Denise n'avait pas de réplique. Eliane m'a lancé un regard, ses yeux disant ce qu'aucun de nous n'avait besoin de dire, l'enveloppe de papa avait atterri exactement comme prévu. Je suis retourné à ma place, calme comme toujours. Denise m'a lancé un regard noir de l'autre côté de l'allée. Mais cela n'avait pas d'importance. Il ne s'agissait plus de rivalité fraternelle. Il s'agissait de loi, d'ordre et d'un juge regardant droit vers la vérité. La juge Klein a posé le dossier épais des papiers de fiducie et a enlevé ses lunettes d'un mouvement lent et délibéré. Toute la salle d'audience semblait retenir son souffle. Denise agrippait le bord de sa table, les jointures blanches, tandis que son avocat avait l'air de préférer s'enfoncer dans le sol. Ce tribunal, a commencé le juge, sa voix stable et aiguë, a examiné les preuves présentées. La fiducie militaire est valide, complète et juridiquement contraignante. Elle ne laisse aucune place à l'interprétation. Les actifs désignés dans cette fiducie appartiennent uniquement à Colline Basto. Les mots ont frappé comme de l'artillerie. La mâchoire de Denise est tombée. Elle a secoué la tête, marmonnant « Non, non, ça ne peut pas ». Son avocat a touché son bras, essayant de la calmer, mais elle s'est secouée. Le juge n'a pas fait de pause. De plus, sur la base des témoignages et des documents fournis, il n'y a aucune preuve que ces actifs aient jamais été confondus ou partagés. Tous les dossiers démontrent une gestion responsable et séparée par Madame Basto. Par conséquent, aucune partie de la fiducie ne sera divisée. Des halètements ont parcouru la galerie. Les journalistes griffonnaient comme si leur stylo allait s'épuiser. Quelques personnes ont même souri, probablement des vétérans qui en avaient assez des théâtralités de Denise. Denise s'est levée d'un bond. Votre honneur,
vous ne pouvez pas faire ça. Je suis sa sœur. Je mérite quelque chose. Le marteau a claqué. Asseyez-vous, Madame Holt, ou je vous ferai expulser. Son explosion ne l'a fait que paraître plus petite. Elle s'est affaissée sur sa chaise, les lèvres tremblantes. La juge Klein a reporté son attention sur Eliane. Conseil, avez-vous des documents concernant les dettes encourues uniquement par Madame Holt? Eliane s'est levée sans hésitation. Oui, votre honneur, ma cliente a préparé un dossier complet. Elle a remis un classeur qui semblait presque aussi lourd que la fiducie. Le juge a parcouru les pages, relevés de cartes de crédit, lignes de crédit de casino, avis de saisie immobilière. Le silence était épais, rompu seulement par le froissement des papiers. Denise évitait le contact visuel avec tout le monde. Selon ces dossiers, a dit le juge, Madame Holt a accumulé des dettes personnelles dépassant 100 000 €. Cela comprend les cartes de crédit, les entreprises en faillite et les prêts impayés. En vertu de la fiducie et du droit successoral standard, ces dettes restent sa responsabilité. La galerie a murmuré à nouveau. Un homme a laissé échapper un sifflement bas avant de se couvrir rapidement la bouche. L'avocat de Denise s'est bousculé. Votre honneur, peut-être pourrions-nous plaider la difficulté excessive. Le juge l'a coupé. Denise avait l'air d'avoir été giflée. Alors quoi? Je n'ai rien? Après toutes ces années? Le juge lui a lancé un regard qui aurait pu geler l'eau. Non, Madame Holt, vous n'avez rien. Vous obtenez exactement ce que vous avez gagné, les dettes que vous avez créées et les conséquences qui en découlent. Et les mots sont restés en suspens, lourds et définitifs. Les reporters griffonnaient plus vite, sans aucun doute déjà en train de rédiger des gros titres sur la sœur Cupide qui avait gaspillé sa vie au tribunal. Eliane s'est légèrement penchée en arrière, calme comme toujours. Elle n'a pas souri, mais l'éclat dans ses yeux en disait assez. La juge Klein s'éclaircit la gorge. Le marteau a frappé à nouveau. Une fois. 2 fois. Finale. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis la galerie a éclaté en murmures étouffés et en cliquetis d'appareils photo. Denise s'est caché le visage dans les mains. Son mouchoir s'est froissé en une boule humide. Inutile maintenant. Son avocat a commencé à ranger les papiers dans sa mallette, comme si emballer rapidement pouvait effacer l'humiliation. Je suis resté parfaitement immobile, calme, composé. Exactement comme papa l'aurait voulu. Ce n'était pas un tour de victoire, c'était la fin d'un devoir. Le juge s'est levé et est sorti. Le huissier a déclaré le tribunal ajourné. Les journalistes se sont précipités vers l'allée, criant des questions, mais Eliane a levé la main. Pas de commentaire aujourd'hui, a-t-elle dit fermement, me faisant sortir vers la porte. Derrière nous, la voix de Denise craquait à travers le bruit. Ce n'est pas juste. Elle m'a piégé. Elle a lavé le cerveau de maman et papa. Ces mots se sont dissous en sanglots, mais personne n'écoutait plus. La galerie s'est vidée, bourdonnant du genre d'excitation que les gens réservent habituellement aux matchs de football. J'ai attrapé des fragments de leur conversation, je suppose que la soldate savait ce qu'elle faisait, cette sœur n'avait aucune chance, elle aurait dû lire les petits caractères. Une fois dehors, l'éclat des caméras a frappé à nouveau. Les journalistes m'ont bombardé de questions, mais j'ai donné la même courte phrase que j'avais répétée, le tribunal a parlé. Les souhaits de mes parents ont été honorés. Puis j'ai continué mon chemin, laissant Denise faire face à son propre désordre. Elle n'a pas seulement perdu de l'argent ce jour-là. Elle a perdu sa crédibilité. Elle a perdu l'histoire qu'elle vendait depuis des années, celle d'être la victime négligée. Le juge a déchiqueté ce récit en une seule décision, et le monde l'a vue pour ce qu'elle était vraiment, imprudente, arrogante et à court d'excuses. En sortant au soleil, j'ai senti le poids se lever, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que la vérité avait finalement noyé le bruit. Denise avait joué son jeu, et la loi lui avait montré exactement à quel point il était faible. La chute de Denise n'a pas tardé. Moins de 6 mois après la décision, les dettes l'ont engloutie. Les créanciers sont arrivés en premier, puis la banque. L'avis de saisie de son appartement a été exécuté, et la voiture qu'elle faisait étalage en ville a été remorquée au milieu d'un parking d'épicerie. Je ne l'ai pas appris d'elle, je l'ai appris d'une connaissance mutuelle qui a appelé pour dire « Colline, je viens de voir ta sœur crier sur un dépanneur ». Sa déclaration de faillite a fait les gros titres, et soudain,
Tous les journalistes qui l'avaient dépeinte comme une victime tragique ont inversé le scénario. Maintenant, elle était un conte de mise en garde, la femme qui a essayé de poursuivre sa sœur vétéran finit ruinée. C'était brutal, mais aussi approprié. Denise avait passé des années à éviter la responsabilité, et maintenant elle l'épinglait au mur. Sa vie sociale s'est également effondrée. Les amis qui avaient autrefois sympathisé avec ces histoires larmoyantes ont cessé de répondre aux appels. Personne ne voulait être associé à quelqu'un étiqueté comme chercheuse d'or et catastrophe financière. Même sa vie amoureuse s'est asséchée. La nouvelle s'est répandue rapidement dans nos cercles, et personne ne voulait financer sa prochaine grande idée. Au moment où elle s'est installée chez un cousin éloigné à Memphis, sa réputation était si toxique que les gens traversaient la rue pour l'éviter. Pendant ce temps, ma vie n'a pas seulement récupéré, elle a grandi. Stratégie fer de lance a obtenu de nouveaux contrats, en partie parce que les clients admiraient le calme avec lequel j'avais géré le cirque. Il s'avère que la discipline sous le feu bâtit la confiance, même dans le monde des affaires. Pour la première fois depuis des années, je ne gérais pas seulement le travail. Je façonnais un avenir dont je pouvais être fier. C'est alors que j'ai décidé d'honorer correctement mes parents. En utilisant une partie de l'héritage, j'ai lancé la Fondation Basto. Sa mission était simple, fournir un soutien juridique et financier aux familles militaires confrontées à la planification successorale, au contrat de mariage et à la protection contre les prédateurs comme Denise. Trop de soldats et leurs familles se retrouvaient dans des batailles juridiques désordonnées parce que personne ne les avait guidés à travers les petits caractères. Je voulais changer cela. L'événement de lancement était modeste, juste un rassemblement dans un centre communautaire avec des vétérans, des conjoints et quelques dirigeants locaux. J'ai parlé clairement. Mes parents croyaient à la protection de ce que vous gagnez. Mon père m'a fait confiance avec son héritage. Et ma mère m'a demandé de ne pas laisser la division familiale nous déchirer. La Fondation Basto existe pour donner à d'autres familles cette même protection. Les applaudissements qui ont suivi n'ont pas été forts, mais ils étaient réels. Et pour une fois, les caméras étaient là pour quelque chose qui comptait, pas les potins, pas le drame judiciaire, mais une mission qui valait la peine d'être poursuivie. J'ai gardé la fondation légère et concentrée. Pas de publicité tape à accent grave-l'œil, pas de parrainage de célébrités, juste des programmes solides, des ateliers sur la planification successorale, des partenariats d'aide juridique, des cours d'éducation financière pour les jeunes militaires, le genre d'aide pratique que mon père aurait approuvé. En un an, nous avions aidé des dizaines de familles, et j'ai commencé à recevoir des lettres de remerciement de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Elles n'étaient pas dramatiques, elles disaient juste des choses comme « Grâce à votre programme, l'avenir de mon enfant est assuré ». C'était suffisant. Quant à Denise, je ne l'ai pas complètement coupée. Nous n'étions pas proches. Mais je ne lui souhaitais pas une ruine totale. De temps en temps, elle m'envoyait un courriel amer, m'accusant de lui avoir volé sa part. Je n'ai jamais répondu. Cela ne servait à rien. Elle n'était pas prête à affronter la vérité, et peut-être ne le serait-elle jamais. Mais j'ai discrètement payé pour des séances de thérapie lorsque son cousin m'a contacté en disant que Denise était en spirale. Pas pour elle, mais pour maman. Maman n'aurait pas voulu que je sois cruel. Cependant, je ne me suis jamais excusé pour ce qui s'est passé au tribunal. Il n'y avait rien à excuser. Denise avait essayé de prendre ce qui n'était pas à elle. Et on l'avait arrêtée. La responsabilité lui incombait uniquement. J'ai juste maintenu la ligne que papa et maman avaient tracée. Avec le recul, le procès n'était pas seulement une question d'argent ou de propriété. C'était une question de valeur. Ma sœur et moi avons grandi sous le même toit. Mais nous avons fait des choix différents. J'ai choisi la discipline, le service et la responsabilité. Elle a choisi les raccourcis, les excuses et le déni. Quand le moment est venu d'affronter les conséquences, ses choix ont parlé plus fort que n'importe quel juge. C'est la leçon que je retiens maintenant. Les histoires de vengeance familiale ne se terminent pas toujours par la réconciliation ou des câlins chaleureux. Parfois, elles se terminent par des vérités dures et des liens brisés. Mais il y a toujours un sens là-dedans. Parce que protéger ce qui compte, l'honneur, la confiance, l'héritage signifie plus que de prétendre que tout va bien. Quand j'entre dans le bureau de la Fondation Basto maintenant, je vois la photo encadrée de papa en uniforme et de maman à côté de lui. Cela me rappelle pourquoi j'ai combattu si dur pour que leurs souhaits restent intacts. Pas pour l'argent, mais pour le principe que l'effort compte,
la discipline importe, et que la cupidité finit toujours par se dévorer elle-même. Denise a appris cette leçon de la manière la plus dure possible. J'ai appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier ou de se réjouir, c'est de bien vivre, de construire quelque chose de plus fort, et de laisser la vérité se suffire à elle-même. Et au final, la vérité existait bien. Exactement cela. Quand je pense à tout ce qui s'est passé, je ne vois pas cela comme un simple combat entre deux sœurs. Je vois cela comme un rappel de ce que mes parents m'ont toujours appris, la responsabilité n'est pas facultative, et la cupidité a toujours une date d'expiration. Denise croyait pouvoir réécrire l'histoire avec une poursuite et quelques larmes, mais au final, la vérité était trop solide pour se fissurer. Je n'ai pas quitté cette salle d'audience en me sentant gagnante. Je suis parti en me sentant comme un soldat qui avait terminé une autre mission, une mission qui protégeait l'honneur de ma famille et maintenait l'héritage de mes parents intact. Et s'il y a une chose que j'espère que les gens retiendront de mon histoire, c'est ceci: protégez ce que vous construisez, respectez ce que vous héritez, et ne laissez jamais personne vous convaincre que le travail acharné peut être remplacé par des raccourcis. Parce qu'au final, la discipline survit au drame. Toujours. Middle of the map, just shooting her gun, not even sniping. Okay. When I was over there, I think taco trucks were my That's a favorite place to rhyme. go. Kimbu, you complaining about our opponent's aggressiveness gave them brain damage. I think so. Guys. Cause I don't know what's happening with these guys, dude. Get the mercy, get the mercy. We don't do anything without the oh, there we go. I just got antied. That's cute. That is cute. Let's go, guys. Look at him holding his shield like a What champ. the fuck? Bro. They put like half a fucking like pepper in my fucking it's massive. What? This massive chunk of dead. pepper. Maybe you like them. Dude, I don't think this widow has actually sniped this whole time. Nope. Oh, you know what I could go for right now? Low main with pepper chicken. Oh, Maybe the Widowmaker is the Bastion and just doesn't know how to use their ability. So he's just shooting the gun. yeah. The person is still thinking they're playing soldier. Sebastian, wait, is it really? Is it? No. It can't be the same Genuinely? guy. It can't be the same guy, dude. Honestly, that'd be hilarious. Bro, if you're breaking my mech, I'm gonna break you. Wait, yeah, it's the same team. It's the same. It's So it is same the best. team? Yeah, look, that's Frank, the Hanzo from last match, and Shipwreck. That's true. The same Junkrat's fucking the Ryan. tag. It is the same team. That is the Get the Bastion. fuck out of here, bro. Why is that Anna just standing still? You saw that, yeah? Hold on. Oh my god. Touch from afar. I'm gonna start crying. Bye bye. Oh wait. Help! The brick just bullied me. You know, you can climb walls. I need to know if he's okay. It's worrisome. I don't think he's ever gonna be the same after walking off that cliff, dude. He's never gonna forget it. That's Bastion's origin story. Used to be a turret. This is the first time I've been concerned over our enemy team. What is spraying the machine gun? What are you doing? He's like a Soldier 76, but like Walmart version.
That's what I'm telling you. Walmart He version. keeps thinking. He keeps thinking he's playing soldier, dude. Oh, Bridget. Oh my God. She stunned Just me out saved of you my from that- ult. She stunned me out of my ult, and I still clapped her. Wow. Embarrassing. I saved you from her actually. I hit her with a headshot while you were fighting her. Oh, but it said I could. Oh, I probably got the last shot. Thank you, though. Yeah. Yo, I'm getting What is bullied by Widow this. doing? What is she doing? The Reinhardt's won. He ran into my No. fucking thing. Okay, I'm wasting my ult, and then I'm swapping off of Hanzo. This isn't working. I feel like